Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, troisième test de la semaine. Il fait pas beau dehors. Autant rester sur YouTube, enfin pas beau en Belgique, je sais pas chez vous, mais en tout cas, autant rester sur YouTube et de regarder un petit test. Aujourd'hui, on va tester la version normale du Razr 40 Ultra, le Razr 40, tout simplement, de chez Motorola. Vous allez voir que c'est une version plus abordable au niveau du prix et franchement, elle est bien sympa. Le voici, le voilà, le Razr 40 et je vous l'ouvre directement en live. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au Razr 40 Ultra? La première chose qui est flagrante sur le design, c'est l'écran extérieur qui est beaucoup plus petit. On revient sur un écran du type Galaxy Z Flip 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est vraiment un écran avec lequel on regardera juste les notifications, mais pas que, on en parlera un petit peu plus tard lors du tour général. En tout cas, pour ce qui est du design, ici on est sur du cuir vegan, couleur vert sauge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est plus un gris qu'un vert. Ça c'est mon avis personnel. Au niveau de la charnière, ne vous inquiétez pas. C'est la même charnière que sur le Razr 40 Ultra, donc lorsqu'il est plié, c'est totalement plat. Cependant, j'ai l'impression que lorsqu'il est ouvert, on n'est pas à 180 degrés pile. Il est légèrement incurvé. J'ai l'impression qu'on est plus vers les 177, 78 degrés et pas à 180 degrés. Ça, c'est encore une fois mon ressenti. Sur le côté gauche, on va retrouver un tiroir de carte SIM. Sur le bord du dessus, on trouvera un premier micro. Sur la tranche, on trouvera un premier haut-parleur. Sur le bas, on aura un micro, de l'USB type C et un second haut-parleur. Et ouais, c'est du son stéréo. Sur le côté droit, les boutons du volume au bas et le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes. Que dire d'autre? J'ai remarqué, lorsqu'il est fermé, sur le Razr 40 Ultra, on avait le logo qui était sur la charnière. Ici, il a été déporté sur le dos avec Razr écrit en bas. Donc voilà, ça c'est des petits détails que j'ai remarqués dans le design. En tout cas, il tient très très bien en main. Franchement, il est très agréable au toucher. Ce cuir vegan, Motorola maintenant commence à avoir l'habitude de le présenter sur certains de ses modèles. Et il est toujours super agréable au toucher. Il fait super quali. Je pense que niveau design, on a assez dit. On va partir du côté du tour général. Au niveau du tour général de ce Motorola Razr 40, qu'est-ce qu'on va retrouver? Prenons tout d'abord les bases. On va avoir du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 6E. Bravo Motorola. Ensuite, je vous parlais dans le design des deux haut-parleurs, toujours avec du Dolby Atmos. Ces deux haut-parleurs, quelle est la qualité sonore? Elle est super bonne. On n'a pas un son qui va cracher, on n'a pas un son qui va craquer. On a un son qui est quand même assez bon. Vous allez avoir différents réglages, soit de vous laisser Motorola gérer avec un son intelligent qui va s'adapter en fonction de ce que vous regardez. C'est souvent le cas chez Motorola avec leur surcouche. Soit vous allez choisir vous-même musique, film, podcast, etc. pour avoir la meilleure qualité sonore. Et ce son, il est très bon lorsqu'on va regarder des films, des séries, regarder des clips vidéo, etc., etc. On sera bien immergé dans ce que l'on regarde. Ensuite, parlons un petit peu de cet écran extérieur. Et cet écran extérieur, c'est assez sympa parce qu'avec la surcouche que Motorola remet, vous allez avoir des petites animations, forcément, etc. On est toujours sur de l'Android 13 avec la surcouche Motorola proche de l'Android stock.
Sur cet écran, vous allez pouvoir lire vos notifications, l'heure, forcément. Vous allez avoir vos contacts, votre agenda. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi comme enregistreur vocal, comme dictaphone. Vous allez pouvoir surfer sur vos musiques, simplement changer de musique, etc. si vous écoutez des MP3. Et ça avec une application comme Spotify ou YouTube Music, etc., etc. Ça s'adapte parfaitement. Vous allez avoir la météo, donc vous allez quand même avoir pas mal d'infos dans toutes vos notifications, etc. Ça, j'ai trouvé assez cool que l'on puisse avoir tout ce genre de choses, même un minuteur. Donc voilà, il est assez complet. C'est vrai qu'il est beaucoup plus petit que le Razor 40 Ultra, forcément. Il y a des réductions de coûts qui ont été faites pour pouvoir vous l'offrir à un prix moindre. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix dans ce petit écran extérieur et ça, c'est super sympa. Parlons un petit peu maintenant des écrans. Tout d'abord, on va parler du plus petit, 1,5 pouces à l'extérieur, l'écran externe. C'est du POLED de chez LG, une résolution en HD+. Voilà, je veux dire, on est sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il faut pas plus pour un petit écran comme ça. Seul petit truc dommage, j'ai envie de dire, c'est que par rapport à la version 2022, ils auraient pu nous mettre le même écran de 2,2 pouces. Si je me trompe pas, on était à ça. Pourquoi le réduire? Pourquoi ne pas avoir mis le même? Ça, c'est une question de concession et c'est bien dommage. Maintenant, parlons de l'écran intérieur. 6,9 pouces en POLED, toujours de chez LG, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de l'HDR10+, de la Full HD+, et une luminosité qui va jusqu'à 1400 nits. Ça fait super plaisir parce qu'on peut l'utiliser sans problème dehors, il n'y a aucun souci. Vous allez me dire quelles sont les concessions par rapport au Raz 40 Ultra. Si vous n'avez pas vu le test, eh bien, simplement que la luminosité est un peu moindre, là où on retrouvait une luminosité plus conséquente de 1750 nits, si je ne me trompe pas. Et ici, on est un petit peu en dessous et on va retrouver simplement un taux de rafraîchissement plus bas. Là où on retrouvait du 165 Hz au Raz 40 Ultra, ici, on retrouve du 144 Hz. Sinon, pour le reste, LTPO, etc., c'est la même chose. Donc, on a un écran qui est excellent pour le surf, qui ne lag pas. C'est un pur plaisir de scroller, il est vraiment très fluide. Seuls peut-être les gamers vont râler un petit peu en disant ouais mais c'est un petit peu moins, mais honnêtement, je veux dire, il faut vraiment avoir un œil de lynx pour se rendre compte que ce taux de rafraîchissement est un petit peu moindre, surtout que la concurrence ne propose que du 120 Hz et Motorola est un des rares hors smartphone gaming à proposer du 165 Hz et 144 Hz. Cet écran, en tout cas, il est vraiment agréable à utiliser et vous allez pouvoir le personnaliser dans les réglages de la surcouche Motorola. Il n'y a aucun problème. Franchement, regardez du contenu, c'est juste du pur bonheur. Vous allez pouvoir vous faire péter la rétine. Le seul petit truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'il a tendance à tirer un peu vers les bleus. Donc, n'hésitez pas à aller dans les réglages et de bouger ça pour le mettre à votre convenance si ça ne vous dérange. Mais c'est un ressenti que moi j'ai eu et je voulais vous le dire. En tout cas, à l'utilisation, rien à dire. Et au niveau des perfs et des benches, qu'est-ce que ça donne? Bon, ici, la concession principale a été faite, vous vous en doutez, sur le processeur, le GPU, la RAM, etc., etc. Est-ce mauvais pour autant? Non, mais ça donne les performances d'un milieu de gamme, simplement. On va retrouver en processeur un Snapdragon 7 Gen 1, donc c'est la version 778 5G de chez Qualcomm, c'est leur nouvelle version. On va retrouver 8 Go de RAM en LPDDR4X, 256 Go en UFS 2.2. Voilà, comme vous l'avez entendu, eh bien, ce sont les specs d'un smartphone milieu de gamme, simplement avec du Qualcomm. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, l'Antutu Bench, ça a donné un score de 523 517 points. Je tiens à préciser qu'il n'y avait pas de RAM virtuelle ajoutée. Voilà, si vous en rajoutez un petit peu, vous pouvez monter jusqu'à 12 Go, donc 4 Go de RAM virtuelle. Ça va pas changer des masses, ça va juste améliorer un petit peu, mais sans plus. En tout cas, ce sont les performances d'un smartphone milieu de gamme. C'est un smartphone qui va convenir, encore une fois,
à 90% des gens actuels hein, pour les réseaux sociaux, regarder des vidéos, etc., etc. Ça va vous permettre de faire tourner quelques jeux, on en parlera ensuite. Au Geekbench, ça m'a donné un score de 1068 au simple cœur et un score de 3127 au multicœur. Ce qui vient, encore une fois, corroborer ce que je disais juste avant, en vous disant que c'est un smartphone qui va convenir à pas mal de monde. Vous allez pouvoir faire du multitâche, ouvrir plusieurs applications en même temps, etc. Ça ne va pas laguer. Ça va être un smartphone sur lequel vous allez pouvoir compter. Vous allez avoir aussi un smartphone qui est moins gourmand qu'un 8 Gen 2 forcément, et donc du coup vous allez avoir une meilleure autonomie. On en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas vous avez un smartphone qui est assez polyvalent. Au niveau des jeux, alors là je suis en train de sortir les températures et je trouve que ça a été assez bien géré. Pourquoi? Vous le savez, je fais quand même tourner pas mal de jeux. J'ai fait tourner du Genshin Impact et on va parler tout d'abord de Asphalt 9. Sur Asphalt 9, les temps de chargement sont très courts, c'est fluide, c'est beau, on en prend plein les mirettes, bla bla bla. Vous le savez, je ne vais pas encore vous faire le truc. Maintenant, je trouve qu'Asphalt 9 commence à vieillir et donc du coup, il est de moins en moins gourmand, mais ça reste le jeu de course, on va dire, que celui que tout le monde utilise le plus. Voilà. Au niveau de Genshin Impact, là, vous allez avoir des graphismes au niveau 2. Donc, il y a très faible et faible. Je les ai laissés en faible. J'ai laissé un taux de rafraîchissement de 45 Hz. À la base, il est de 30, j'ai monté à 45. Ce qui m'a mis plus ou moins dans l'orange au niveau des performances du processeur. Et on a un Genshin Impact qui est assez sympa, qui reste fluide, qui va pouvoir être jouable. Si maintenant vous voulez garder une température un peu moindre, je vous conseille cependant de descendre au niveau du taux de rafraîchissement et de le mettre sur du 30 fps. Et qu'est-ce que ça a donné au niveau des températures? Eh bien, c'était une température de 54 degrés. Ce qui je trouve est assez correct, mais par rapport à certains smartphones, c'est vrai qu'il aura tendance à chauffer un petit peu plus. Là où par exemple d'habitude on va retrouver du 50 degrés, là j'ai l'impression qu'on était quand même à 4 degrés supplémentaires après 1h30 de jeu. Ça reste correct, mais voilà, je tenais à le préciser. Ensuite, on est parti sur du Fortnite. Et là, vous avez le jeu qui vous propose de l'Epic. Alors, vous allez pouvoir jouer à Fortnite en Epic, 30 fps. Cependant, c'est là qu'on voit les limites du 7 Gen 1 et oui, vous avez des petites chutes de FPS. On est plus souvent aux alentours du 20, 25 que du 30 FPS et ça c'est bien dommage parce que ça vient gâcher l'immersion dans le jeu. Surtout que ces graphismes épiques vont avoir tendance à chauffer. Ouais, c'est comme ça, c'est le 7 Gen 1 qui a cette tendance à chauffer et donc du coup en épique vous aviez une température de 60 degrés. Alors c'est pas la pire des températures parce que j'ai déjà vu du 63-64 degrés. J'en parlais par exemple avec le même processeur sur le Oppo Reno 10 Pro qui avait une tendance à dépasser les 63 degrés et c'est pour ça que je conseillais de ne pas jouer avec, surtout à des gros jeux. Donc ici, je me suis dit, je vais faire la même chose que sur le Oppo. Je vais descendre les graphismes. Donc, on descend d'un cran en épique, mais on garde du 30 fps. Et là, c'est assez sympa parce que j'avais des FPS qui étaient beaucoup plus stables. On était plus aux alentours des 28-30 fps. Donc là, on était sur du plus stable à Fortnite. Et on avait une température qui était de 54 degrés, comme sur Genshin Impact. Ce qui veut dire que là, ça devient beaucoup plus jouable parce que ça faisait quand même 1 heure que je jouais. 54 degrés sur du Fortnite, c'est franchement très correct. Ça veut dire que là, je vous conseille vraiment de descendre d'un cran au niveau des graphismes. Honnêtement, on voit pas trop la différence et ça va soulager un petit peu le processeur, ça va soulager votre batterie et ça c'est important de le signaler. Donc vous allez pouvoir vous faire quelques bonnes parties. J'ai tendance à dire que il faudra vous diriger plus vers des jeux à la Genshin Impact ou des jeux de voiture, des jeux un petit peu plus simples que sur Fortnite. Mais si toutefois vous voulez vous faire une partie de temps en temps, il n'y aura aucun problème. Parlons un petit peu de la partie photo. C'est une des parties les plus importantes de nos jours parce qu'on adore se prendre en selfie, faire des TikTok, faire des reels, des stories, etc., etc. Et donc du coup, c'est important cette partie photo. On va retrouver à l'arrière 2 capteurs. Un premier capteur de 64 mégapixels avec une ouverture de 1.7, c'est du grand angle. Un deuxième capteur 13 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. Un troisième capteur à l'avant, à l'intérieur, donc c'est le capteur selfie de 32 mégapixels, ouverture 2.4 grand angle.
tout ce joli petit monde intérieur et extérieur est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps et en 1080p 60 fps. Qu'est-ce que j'ai pensé de la photo? Alors, pour l'occasion, encore une fois, j'étais à la Gamescom, donc j'en ai profité avec ce smartphone. Comme je le disais, pour le Oppo Reno 10 Pro, on était sur des stands, parfois c'est mal éclairé, parfois c'est mieux éclairé, avec des ampoules de couleurs, etc., etc. Et c'est au smartphone à gérer tout ça. Eh bien, j'ai été assez étonné de voir qu'il arrivait à gérer le mode nuit, pas le mode nuit, le mode nuit, pas le mode nuit, et ça reste très propre parce qu'on n'arrive pas à différencier quand il y a le mode nuit et quand il n'y a pas le mode nuit. C'est pour dire que le mode nuit travaille quand même pas mal, en tout cas en intérieur, et j'ai été assez surpris. En mode nuit extérieur, je m'étais fait une petite photo, elle était assez sympa. Attention que je ne l'ai pas laissée naturelle, j'ai préféré retravailler la luminosité moi-même. Et honnêtement, ça donne assez bien. J'ai été content de cette photo. Bravo Motorola. Au niveau de la macro, il va falloir jouer avec un petit zoom, mais en tout cas, la macro reste propre. Les selfies et le portrait, le contouring est assez bon. On est sur des couleurs naturelles, pas de problème. Au niveau des zooms, bon, vous allez avoir un zoom maximum x8. Comme vous le savez, j'ai été très surpris lors du dernier test d'un zoom x20, mais sinon je reste sur ma première idée qu'un zoom jusqu'à x4 est assez. Ici, on va aller jusqu'à x8. Eh bien, le zoom x8 reste très très propre. J'ai vraiment été étonné. Donc, pour cette partie photo, franchement, je trouve que c'est assez bien géré. Ce n'est pas la meilleure que j'ai vue, mais ça reste quand même très propre. Ça reste quand même un bon smartphone pour faire des photos en famille, pour faire des selfies, lors de balades. Et au niveau de la vidéo, pour le 1080p 60 fps, ça reste très fluide. On était en intérieur, donc du coup, il devait aussi gérer cette luminosité. C'était très propre. Le 4K 30 fps, idem. On était à l'intérieur et il fallait gérer la luminosité lors d'un stand à l'autre, etc., etc. Et ça restait franchement très propre. Donc pour cette partie photo, j'ai envie de dire que franchement, c'est bien. Oui, on pourrait avoir mieux, forcément. Alors dirigez-vous vers un RAS40 Ultra, dirigez-vous vers le Motorola H40 Pro, par exemple, qui est juste là. Là, vous allez avoir des meilleures photos. Mais en tout cas, je trouve que pour un smartphone pliable, plus abordable, sur lequel il y a des concessions qui ont été faites, etc., etc., je trouve qu'on est sur quelque chose de très propre. Certains l'ont défoncé, mais bon, je sais pas ce qu'ils veulent. Parfois, à mon avis, n'ont pas encore touché leur chèque et donc du coup, il faut défoncer. C'est souvent comme ça dans le YouTube Game. Oups, je pouvais pas le dire, désolé. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un très bon smartphone. Au niveau de la photo, ça reste quand même quelque chose de très correct. On sait vers quoi on va. Maintenant, on va passer à l'autonomie. 4200 mAh, ce qui est quand même pas mal pour un smartphone pliable parce qu'il a une meilleure batterie que son grand frère, le 40 Ultra. Il a même presque la même batterie que le fameux Oppo pliable. Alors, on a une charge de 33 watts qui est fournie. Vous allez me dire, c'est pas terrible. Et on a une charge sans fil de 5 watts. En charge sans fil, c'est très long. Je préfère vous le dire. Il aura fallu presque 4 heures pour le charger, de 10% à 100%. Voilà, comme ça vous êtes déjà prévenu. Donc, passez directement par la charge filaire. En 33 watts, il aura fallu 55 minutes pour le charger. Cependant, j'ai remarqué, j'ai un chargeur 125 watts de Motorola avec le H40 Pro. J'ai mis cette charge de 120 watts et étonnamment, il l'accepte. Alors, il ne charge pas aussi vite, je préfère vous le dire, mais j'ai réduit ce temps de 55 minutes à 35 minutes, ce qui, à mon avis, veut dire que le smartphone prend quand même une bonne charge de 65 watts au minimum. Ça, c'est mon petit ressenti et ma petite astuce si vous avez un chargeur Motorola, je précise, de 125 watts ou voire de 60 watts. Bon, quelle a été l'autonomie pour ces 55 minutes de recharge? Eh bien, elle est excellente. En utilisation full, maintenant vous allez me dire, l'écran extérieur plus petit consomme moins, vous avez un écran intérieur 144 Hz qui va moins consommer, etc., etc. Un processeur qui consomme moins, forcément une plus grosse batterie, eh bien vous avez une autonomie de 14 heures et 15 minutes, ce qui je trouve est excellent pour une charge complète et avec une utilisation comme moi j'ai. Donc ça veut dire que si vous le débranchez
À 7 h du matin, vous êtes parti jusqu'à 21 h. Si vous le laissez un petit peu plus tranquille, que par exemple, vous allez vous contenter de lire vos notifications sur l'écran extérieur et que vous répondez un petit peu plus tard parce que vous préférez être en famille, etc., etc., comptez que vous allez pouvoir tenir 36 heures aisément, donc un jour et demi d'autonomie, ce qui, je trouve, est une excellente autonomie pour ce Motorola Razr 40. Razr 40 pour ceux qui préfèrent, il y a Razr 40, etc., etc. En tout cas, je trouve que l'autonomie est excellente. Moi, j'ai pris plaisir à même utiliser ce petit écran extérieur. Quelle a été ma conclusion? C'est parti. Bon, commençons par les défauts. Il aura une tendance à chauffer un petit peu avec ce 7 Gen 1 qui est connu. Donc, il a une tendance à chauffer surtout quand c'est des gros jeux. En utilisation normale, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça se ressent à l'autonomie. Si vous avez une utilisation normale, vous avez une excellente autonomie. Preuve que le processeur chauffe moins et donc du coup consomme moins. Malheureusement, on n'a pas de téléobjectif. Alors, il a fallu faire ses concessions pour avoir un prix en dessous des 1000 €. Avec un téléobjectif, on aurait pu faire du zoom x10 par exemple. On aurait eu peut-être un meilleur zoom x2, etc. Mais pas de téléobjectif. On a de l'IP52, on aurait pu avoir de l'IP57. Donc oui, voilà, il y a quelques concessions qui ont été faites. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Pourquoi? Par exemple, encore une fois, un défaut, la charge sans fil qui est de 5 watts qui est lente, je charge pas sans fil. Et donc, du coup, ça m'intéresse pas. Vous allez le charger en filaire, c'est assez rapide. Vous avez une excellente autonomie. Vous avez un écran digne d'un haut de gamme, d'un téléphone au-delà des 1200 €, parce qu'on a du 144 Hz, Full HD+. Et honnêtement, arrêtez avec le WQHD, etc., bla, 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 parce que prenez un Motorola une fois dans les mains, leur Full HD+, honnêtement, il faut vraiment avoir un œil très très fin pour se rendre compte qu'on est en Full HD+. Parce que voilà, je sais qu'il y en a encore qui vont venir cracher leur petit venin dans les commentaires, mais voilà, il faut l'utiliser à long terme. Je peux prendre par exemple ici, en guise d'exemple, tout simplement un Samsung S21 Ultra WQHD, avec un Full HD, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a quasi pas de différence à l'œil nu. Voilà. Donc, vous avez un smartphone avec une excellente autonomie. Vous avez un smartphone qui est très polyvalent, qui va convenir à pas mal de monde, qui fait quand même de très bonnes photos, malgré le manque de téléobjectif, avec un design super compact qui tient très bien en poche. Que demander de plus? Il y a des concessions qui ont été faites, oui, mais vous pouvez maintenant vous permettre de vous acheter un smartphone pliable à moins de 1000 € parce qu'il est à 899 €, 899 € pour nos amis français. Et donc, du coup, vous avez un smartphone pliable qui est plus abordable. Avec les promos qui vont suivre, etc., etc., vous savez bien que vous allez pouvoir le toucher beaucoup plus bas. Vous avez un écran extérieur qui, oui, on aurait pu avoir le 2,7 pouces de la version 2022, mais qui au final ne dérange pas. Sauf si vous avez une compagne ou un compagnon qui a tendance à vous envoyer des tartines. Bon, là, je vous explique qu'il faudra quand même l'ouvrir pour lire les messages. Mais en tout cas, ce petit écran extérieur ne dérange pas du tout. J'ai envie de dire que c'est une belle petite concession. C'est un smartphone qui devient plus abordable. J'ai l'impression qu'en fait, c'est Motorola qui ouvre le pas, qui ouvre la marche à la démocratisation du smartphone pliable. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les autres vidéos vont suivre. Salut!